Bienvenue dans le Meeting Club. Avec ce podcast, nous anticipons les changements, décryptons les futurs enjeux RH, compétences et formations. Je m'appelle Morgane Marietti, je suis entrepreneur, cofondateur de Proactive Academy, l'entreprise qui forme vos salariés. Nous vous proposons un regard croisé sur tous les sujets du moment, avec des experts, des entrepreneurs, des managers. Tout ça pour nous aider, vous aider à rester dans l'air du temps. Je vous propose donc de bien vous installer et de profiter. Je m'occupe du reste. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Meeting Club. Aujourd'hui, je vous propose de laisser un petit peu de côté l'intelligence artificielle et le développement commercial qu'on a énormément traité ces derniers temps pour revenir sur un sujet plus développement des compétences RH et formation avec le plan de développement des compétences. Sujet très important, souvent que les entreprises peuvent oublier ou mal maîtriser. Et donc, j'ai décidé de répondre à toutes vos questions que vous nous posez très, très régulièrement autour du plan de développement des compétences. Et pour ça, je reçois Jamila Kelloway. Bonjour Jamila et bienvenue. Bonjour, Donc, merci de m'accueillir. Pardon, pas de souci. Vous êtes consultante, formatrice en développement des compétences et en RH. Et aujourd'hui, on va essayer de répondre à ce sujet. Déjà, peut-être que je vais vous laisser un peu vous présenter, qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites. Alors, moi, je suis effectivement consultante en ressources humaines. J'accompagne les entreprises, plus précisément les PME, TPME, qui n'ont pas de service qui n'ont pas de service RH, à travailler sur certaines problématiques, notamment le recrutement, le plan de développement des compétences, la gestion des carrières. Je suis également coach certifié. Là, j'accompagne différents publics. J'accompagne à la fois un public qui est sur du développement personnel à confiance en soi. J'accompagne aussi des managers à trouver la bonne posture pour diriger et manager et accompagner leurs équipes. Et j'accompagne aussi, je suis coach aussi scolaire où j'accompagne les étudiants à trouver leur voie. Très bien. Bon, ça fait pas mal de choses. Aujourd'hui, on va faire un focus, nous, sur le plan de développement des compétences. Moi, en étant, on va dire, employeur, je suis autour de cette problématique du plan de développement des compétences qui est différente du plan de formation. Et ça, on en reviendra aussi. Oui. On pourra traiter, en fait, des différences entre les deux. Déjà, est-ce qu'on peut donner une définition de qu'est-ce qu'est un plan de compétences, un plan de développement des compétences dans une entreprise? Parce que c'est un intérêt légal, ça fait partie de la loi. Oui, justement, le plan de développement des compétences, il est intervenu en fait avec la nouvelle réforme de la formation professionnelle. Et en fait, le plan de développement des compétences, lui, en fait, c'est un outil en fait par lequel l'employeur en fait va définir les actions de développement des compétences des salariés. Pour répondre à des enjeux stratégiques, à des développements de compétences, ou à des nouveaux projets que l'entreprise aura. OK. Et donc, est-ce que ce plan de développement des compétences, est-ce qu'il est obligatoire? Alors, il n'est pas obligatoire, il n'y a pas un texte de loi qui nous oblige à le faire, mais par contre, il est fortement recommandé. D'accord. Et donc, pour n'importe quelle entreprise aujourd'hui, qu'on soit une petite PME ou un grand groupe, on n'est pas obligé d'avoir un plan de développement des compétences. Alors, pour les entreprises de plus de 50 salariés, il n'y a pas d'obligation, mais elles doivent le faire, c'est vraiment recommandé. C'est ce qui permettra de pouvoir, après, par la suite, d'avoir une vision globale des formations faites en entreprise. Et c'est aussi pour répondre à aussi une obligation légale de l'entreprise qui doit former ses salariés dans les 6 ans, au sein de l'entreprise. Sinon, elle devra en fait payer une amende. Voilà. D'accord, ok. Donc là, cette obligation, le plan de développement des compétences, ça permet d'organiser dans son entreprise un peu l'évolution des parcours en fait des salariés. On ne sait pas obligatoire, mais en fait, quel serait l'intérêt pour nos auditeurs qui nous écoutent d'en mettre en place un en interne?
Alors, en fait, l'intérêt, en fait, il va être sur, je dirais, sur trois volets. Le premier intérêt, en fait, c'est de pouvoir construire ce plan de développement des compétences et de respecter l'obligation légale. Alors, vous avez deux articles. Alors, je vous lis parce que je ne les connais pas par cœur, hein. Le 6312-1 pourra avoir accès à la formation pro par l'employeur dans le cadre du plan de développement des compétences. Et ensuite, pour l'article 6321-1, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Ça, c'est le premier intérêt. Le deuxième, c'est qu'il permet de maintenir l'activité des développements des compétences. Et en fait, il va accompagner ce que je disais un peu tout à l'heure, tout ce qui est virage stratégique ou alors nouveaux produits ou accompagnement sur de la transformation digitale, par exemple. Et ensuite, c'est le troisième point et l'intérêt, je dirais, qui est non négligeable, c'est en fait de pouvoir mettre en place une politique de formation à l'entreprise pour attirer des nouveaux talents ou même fidéliser les salariés au sein de l'entreprise. D'accord. Et donc là revient un peu la question un peu qui peut tourner autour de ça, c'est quelle est la différence entre donc ce plan de développement des compétences et le plan de formation? Alors en fait, le plan de développement des compétences, à la base, il s'articulait autour de deux actions sur le plan de formation. Les deux actions, c'était l'adaptation au poste liée à l'évolution ou au maintien de dans l'entreprise, ou alors le maintien dans l'emploi. Ça, c'était sur le plan de formation. Le plan de développement des compétences, lui, il est axé sur les compétences. Et en fait, c'est de se dire que comment on va au sein de l'entreprise garder des compétences ou développer des compétences. Je ne sais pas si j'étais assez claire. Oui, mais en fait, on a un peu l'impression quand même que la frontière entre les deux est quand même très très light, non? Alors, c'est très, on va dire que c'est très subtil parce qu'on va avoir à la fois des actions obligatoires. Donc, les actions obligatoires, elles seront dans l'entreprise. L'employeur va inciter le salarié à faire ces formations-là parce elles répondent à la fois à une orientation stratégique, elles répondent aussi parce qu'on a un besoin propre par rapport à un produit ou quelque chose qu'on va mettre en place et auquel cas on n'a pas la compétence et on va former pour cette compétence-là. Donc, le salarié, sur des actions obligatoires, il ne peut pas refuser de faire ces formations-là. On va avoir aussi tout ce qui est action de formation non obligatoire, mais elle sera à l'initiative du salarié lors des entretiens professionnels. Le salarié émet le besoin de faire une formation et là, il pourra demander par le biais de son manager de dire bah, écoutez, moi, je voudrais bien me former sur cette compétence-là, que ce soit des compétences qu'il va garder au sein de l'entreprise, mais en dehors de l'entreprise. En fait, l'obligation avec cette nouvelle loi et pour le plan de développement de compétences, c'est l'employabilité des salariés, que ce soit au sein de l'entreprise, mais si après ils décident de quitter l'entreprise, qu'ils soient capables aussi d'avoir ces compétences-là. Ok. Très très bien. Alors, ce plan de développement des compétences aujourd'hui, qui le fait? C'est qui en est le responsable? Alors, celui qui en est responsable, c'est l'employeur aujourd'hui, mais il est fait alors avec à la fois l'employeur, le service RH s'il y a un service RH, ou alors le responsable des plans de développement des compétences, avec aussi consultation avec le CSE pour les entreprises de plus de 50 salariés. Donc, le CSE, hein, je le rappelle, qui est le Comité social et C'est- économique. On reviendra dessus tout à l'heure. Ok. Et on verra un peu comment on va l'élaborer, Oui. s'il y a différentes approches possibles hein, de ce plan de développement des compétences. Mais déjà, comment il se structure? Est-ce qu'il y a, on va dire, des schémas traditionnels? Comment il se construit? Comment il se structure? Alors, le plan de développement de compétences, il va se structurer en plusieurs étapes. On va avoir, en premier lieu, on va analyser les besoins de formation. Sans ça, on pourra pas en mettre un en place parce qu'on ne connaîtra pas toutes les compétences qu'on aura besoin en entreprise. Deuxièmement, on va devoir aussi définir tout ce qui est les objectifs de formation liés avec la stratégie d'entreprise. Ensuite, on va devoir mettre tout ça dans un tableau ou dans le logiciel
et on va devoir choisir les actions de formation parce que on est dans une entreprise où il y a plusieurs salariés. Forcément, sur une année, on va peut-être pas pouvoir former tous les salariés. Donc, on va devoir faire des choix de formation. Ensuite, on va élaborer le budget prévisionnel parce que c'est aussi le nerf de la guerre, hein, tout ce qui est financier. Et ensuite, on va présenter au CSE le plan de développement des compétences. Suite à cette discussion, cette présentation, ensuite, on pourra, je dirais, clôturer, entre guillemets, le plan de développement des compétences pour ensuite avoir la mise en œuvre de ce plan de développement des compétences. D'accord. Donc là, on parle un petit peu de l'organisation, hein, de la réalisation un petit peu de ce plan des compétences. Mais le document en tant que tel, qui synthétise le plan de compétences, est-ce qu'il y a une structuration un peu traditionnelle ou pas? Alors, soit vous avez des logiciels aujourd'hui, enfin des logiciels qui vous aident à préparer ce plan de développement des compétences avec, on va avoir le nom, le prénom, la catégorie de personnes formées, l'action de formation, le budget. S'il y a des financements de l'OPCO, alors attention, pour les financements de l'OPCO, c'est uniquement les entreprises de moins de 50 salariés avec la nouvelle réforme. Toutes les autres entreprises, elles doivent s'autofinancer ou chercher d'autres moyens de financement. Est-ce qu'il y a plus... Moi, on m'a souvent dit qu'il y avait 4 approches possibles en fait du plan de développement des compétences. Est-ce qu'on peut les détailler et un petit peu comprendre quelles sont ces différentes approches? Alors, vous avez à la fois l'approche individuelle. L'approche individuelle, en fait, elle va se concentrer sur les besoins de formation de l'individu. Donc, elle va impliquer de mettre en avant des compétences spécifiques pour chaque employé pour développer pour développer leurs compétences et aussi atteindre leurs objectifs en entreprise. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, elle est collective, c'est-à-dire que là, on va se concentrer sur les besoins de formation d'un groupe pour concevoir des programmes de formation spécifiques pour des individus, pour développer, là, pour le coup, des objectifs collectifs. Est-ce que je suis assez claire pour l'instant? Oui, très bien, Oui, très bien. d'accord. Vous avez après l'approche des compétences transversales, c'est-à-dire cette approche, elle se concentre sur le développement des compétences, en fait, qui peuvent être utilisées dans plusieurs domaines de l'entreprise, mais elle implique aussi d'avoir des compétences clés qui nécessitent, comment je dirais, de fournir toutes les compétences clés pour ce type de métier. Et ensuite, vous avez l'approche stratégique qui, elle, en fait, est reliée et se concentre sur les besoins de formation de l'ensemble de l'entreprise et qui est liée aux orientations stratégiques de l'entreprise. On va définir là les orientations, les objectifs qu'on doit atteindre et du coup, on va concevoir ou chercher des formations qui vont pouvoir répondre à ce besoin-là. Quelle est l'approche la plus pertinente? Alors, il n'y a pas une approche qui serait le plus pertinente. Ce que je conseillerais, c'est vraiment de mixer les trois parce qu'on va avoir à la fois à répondre à des orientations stratégiques pour faire évoluer et développer l'entreprise, alors à national ou à l'international. On va devoir aussi faire évoluer des groupes ou des secteurs d'activité. Et on va devoir faire évoluer des individus à titre personnel. Par exemple, on a une personne qui voudrait prendre plus de responsabilités, qui voudrait être manager. Et ça, c'est individuellement. Donc, cette personne-là, on va devoir la former. On va devoir faire une approche individuelle. Par contre, si c'est collectif, si on travaille, je vais vous donner l'exemple, on développe un nouveau produit, c'est pour vendre pour un pays bien spécifique. On va avoir besoin de compétences spécifiques pour travailler sur ce produit-là, mais en groupe. Donc là, on va prendre plutôt une approche collective. En fait, se dire, est-ce qu'il y a une approche qui est plus pertinente ou plus intéressante? Non. Le mieux, c'est de pouvoir mixer ces différentes approches. D'accord. Donc là, l'objectif, hein, c'est de comprendre un peu quels sont les objectifs de l'entreprise et celles des salariés et Oui. avoir une approche mixte
sur ce plan de développement des compétences. Donc là, on a ensemble, là, sur ce premier quart d'heure, 20 minutes, balayé un petit peu en fait ce qu'était le plan de développement des compétences, ses obligations, sa structuration. Maintenant, on va rentrer ensemble sur comment on le construit, comment on le met en place pour donner à nos auditeurs en fait des billes nécessaires pour le faire. Moi, la première chose, c'est un plan de développement des compétences, c'est quand même savoir en interne, j'imagine en amont, les compétences qu'on possède déjà. C'est-à-dire, qu'est-ce que font nos salariés, qu'est-ce qu'ils savent faire. Donc, comment on évalue les compétences de nos salariés, par quoi on commence, est-ce qu'il y a des tests à faire, est-ce qu'on parle de leur diplôme, est-ce qu'on parle de leurs années d'expérience, comment on construit tout ça? Alors déjà, tout ce qui est compétences, on va le savoir, par exemple, on va reprendre du moment où on prend quelqu'un en recrutement, on va recruter quelqu'un, on a une offre de poste avec des besoins spécifiques, la personne recrutée correspond à ce qu'on cherche, c'est très bien. OK. Donc ensuite, cette personne-là, elle va vivre dans l'entreprise et au fur et à mesure, on va lui demander de développer des nouvelles compétences. Et c'est là qu'on va venir intervenir. C'est-à-dire que tout ce qui est compétences, on va pouvoir déjà le voir aussi au travers des entretiens annuel. Là, on va regarder est-ce que le salarié a répondu à ses objectifs ou pas. S'il n'a pas répondu à ses objectifs, pardon, on va devoir regarder qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas répondu à ses objectifs. Est-ce que c'est parce qu'on lui a demandé des objectifs qui sont trop importants? Est-ce qu'au final, on se rend compte que pour sa mission, il est en carence de compétences? Et auquel cas, là, on va pouvoir se dire, s'il manque des compétences, on va pouvoir évaluer le fait qu'il lui a manqué cette compétence pour atteindre cet objectif-là. Donc, on va pouvoir le mettre, si vous voulez, dans le plan de développement des compétences. Donc comme ça vous laisse le temps de prendre un petit peu d'eau si Oui, besoin. pardon. Le point, c'est donc là aujourd'hui, on part du fait que déjà on a des compétences en entrée qui sont liées à des recrutements. Donc là, bon voilà, la réflexion des compétences recherchées par rapport aux fiches de poste et autres. On va donc ensuite identifier si les personnes ont réalisé en fait leurs objectifs par rapport à ce qu'on leur a fixé. Alors, s'ils étaient atteignables, hein, bien sûr, Oui, c'est bien sûr, aussi tout à fait. un des points importants. Dans le cadre d'entretien individuel, donc dans le cas d'entretien individuel annuel, et on parle souvent aussi d'entretien Tout professionnel. à fait. Alors, c'est quoi la différence entre les deux? Alors, en fait, sur l'entretien individuel, on va venir parler de tout ce qui est objectif du salarié. Il avait des objectifs à atteindre, donc on va regarder plus ses missions, ses objectifs. Sur le contrat professionnel, en fait, il n'existait pas avant la réforme de la formation professionnelle qui, lui, est venue, c'est mettre en place et structurer vraiment ce temps d'échange et de se dire que lors de ce contrat, de cet entretien professionnel, pardon, on va se centré sur la formation, sur le développement des compétences uniquement. Ce qu'on faisait moins peut-être sur la partie entretien annuel, où là, on était plus concentré sur les objectifs à atteindre et les objectifs sur l'année aussi, l'année qui allait arriver. Là, l'entretien pro, pardon, c'est vraiment un temps d'échange avec le manager où là, en fait, chacun va pouvoir le salarié, en fait, va pouvoir se projeter, de dire, moi, j'ai envie d'évoluer vers tel poste ou j'ai envie d'évoluer sur une de nos filières, j'ai envie de faire une évolution transversale. C'est ce qui va permettre aussi de se dire, voilà, si tu as envie d'évoluer sur ça, si tu veux aller sur ça, il va y avoir besoin de formation. Et là, c'est ce qui va nous permettre d'aller chercher les informations pour la construction du plan de développement des compétences. Ok. Donc là, en fait, on a abordé un peu cet aspect vision salariée directement. Maintenant, dans la construction du plan de développement des compétences, il y a aussi cette histoire de entreprise stratégique. Et là, en fait, on part de quoi et comment on construit ça? Alors, on part à la fois des orientations stratégiques que l'entreprise va avoir. Donc, tout va partir des orientations stratégiques et des projets de l'entreprise. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire un plan de développement des compétences, soit annuel ou pluriannuel. Donc, en fonction des stratégies, c'est-à-dire qu'on se dirige vers une stratégie orientée sur 3 ans où on va devoir développer des compétences pour certains projets et ça va nous demander du temps. Donc, on va faire notre plan de développement des compétences, par exemple, sur 3 ans, ou alors nos orientations stratégiques nous permettent de voir seulement sur 1 an
ou des projets voilà, sur un an, on va le faire sur un an. Ça, il faut bien le prendre en compte. On va devoir mettre en adéquation nos stratégies d'entreprise ou des projets qu'on va développer, alliés avec les recueils des besoins. On a au préalable fait entre les managers et leurs équipes pour se dire, ben voilà, on a deux points de sortie, c'est-à-dire les orientations stratégiques des projets, les besoins qu'on est parti chercher sur le terrain avec les managers, et on va réunir en fait toutes les informations qu'on a pour commencer à élaborer le plan de développement des compétences. Mais en tout cas, pour l'entreprise, il part forcément de l'orientation stratégique. Donc là, en fait, nous avons en fait d'un côté donc le plan de développement, enfin l'identification des besoins de compétences des individus, axé avec celui donc des besoins stratégiques de l'entreprise, de l'organisation. C'est quoi l'étape suivante? Alors, une fois qu'on a fait ça, on va donc analyser tous les besoins en formation, en définissant aussi les différents objectifs qu'on veut atteindre. Et on va devoir aussi, une fois qu'on a fait ça, on va devoir aussi traiter de la partie financière. Avant de traiter la partie Mmh. financière, les objectifs, c'est les objectifs qui sont liés aux objectifs de l'entreprise ou ce sont nos objectifs qui ont été conçus après les deux étapes précédentes? Qui sont les objectifs qui sont liés après qu'on ait fait les étapes qu'on a précisées avant. Pardon. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais Oui, mais en fait, on est d'accord que donc, on ne va pas répondre à toutes les demandes. non, alors justement, c'est ce que je disais avant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas répondre à toutes les demandes des salariés et on va devoir justement, en fonction des orientations et des objectifs de l'entreprise, eh ben, on va pouvoir répondre déjà à ceux qui sont, je dirais, qui sont dans la lignée de ce qu'on attend. Et pour le reste, après, donc, dans l'élaboration du plan de développement des compétences, je reviendrai après, mais euh, on va d'abord répondre à ces objectifs stratégiques, ça c'est sûr et certain. Et ensuite, on verra les salariés qui ont émis des demandes de formation et on verra si ils peuvent correspondre aussi aux besoins de l'entreprise. Ok. Donc là, en fait, on a commencé à structurer. Est-ce qu'il y a une notion de temps, de timing dans le plan de développement des compétences? Alors, ça dépend des entreprises. Pour les entreprises pour lesquelles moi, à chaque fois, j'ai travaillé, on a commencé, nous, le recueil des besoins à partir de septembre. Donc, on a commencé à partir de septembre pour se dire qu'au mois de décembre, notre plan de développement des compétences est fini pour pouvoir le mettre en mise en œuvre à partir du 1er janvier de l'année N+1. Donc après, on est donc sur un calendrier à Oui. partir du mois de janvier. Et donc là, on actionne donc le plan de formation qui est en fait en lien. Mm. Et donc, comment on va définir un peu les actions de formation qu'on va mettre en place? Alors, pour aller chercher les formations qui correspondent, eh bien, on va chercher les différents organismes de formation. Si dans l'entreprise où on est, eh bien, on n'a pas d'université, par exemple, il y a des entreprises qui ont déjà leur… alors, certains appellent ça université, certains appellent ça leur centre de formation. Il y a des entreprises qui ont déjà au sein de leur entreprise des centres de formation donc, ou des universités. Donc, on va aller directement en priorité sur celle-là. Dans les entreprises où ça n'existerait pas, eh ben là, on va aller rechercher en fait les formations qui nous intéressent avec on va regarder le programme de formation et on va regarder si les deux objectifs correspondent à ce qu'on recherche. Donc, on va regarder ça. On va regarder aussi au niveau du coût. On va regarder aussi au niveau des dates parce que une entreprise, ça vit et qu'on ne peut pas envoyer les collaborateurs en formation n'importe quand, surtout sur certains services. Par exemple, si on sait qu'on a des gens en production qu'on doit les former, on a peut-être 6 personnes en production qu'on doit les former, on ne peut pas les former tous en même temps parce que derrière, ça ne tournerait pas. Donc, on va devoir faire attention à tout ça. Donc, on regarde à la fois les organismes de formation qui nous intéressent à la fois sur des objectifs
qui répondent aux objectifs qu'on attend et aussi au niveau financier. On va choisir comme ça. Ok. Donc là, ce plan de développement des compétences, il faut aussi le financer. Donc il y a plusieurs outils qui existent. Est-ce on peut revenir dessus? Oui, alors, quand vous dites outils, est-ce que vous pouvez préciser? En fait, comment on finance? Alors, je sais qu'il y a des dispositifs de financement parce que les entreprises cotisent, mais il y a des limites. On parle du CPF. Oui, Enfin, voilà. Un peu, qu'est-ce qui peut aider à financer ce plan de ce plan de compétences? alors vous avez les OPCO peuvent financer le plan de développement des compétences uniquement pour les entreprises de moins de 50 salariés. Ça, c'est avec la nouvelle réforme. Les entreprises de plus de 50 salariés doivent s'autofinancer. Les entreprises qui bénéficient de l'OPCO, donc elles sont prises en charge sur le plan des compétences. Le financement du plan de compétences, il est aussi dans les entreprises avec un certain pourcentage. C'est 0,58 pour les entreprises de moins de 50 salariés avec la taxe d'apprentissage. Et pour les entreprises de plus de 50 salariés, il est de 1% de la masse salariale hors taxe d'apprentissage. Les entreprises qui doivent, par exemple, s'autofinancer, elles vont solliciter les salariés et leur demander de prendre sur leur CPF pour faire une formation. Alors, elles ne peuvent pas les obliger, mais elles doivent en tout cas leur demander leur autorisation. Après, on peut faire de la formation sur du contrat d'apprentissage, sur du contrat professionnel. On a aussi les financements sur tout ce qui est module de compétences, donc là, pris par l'OPCO. Oui, donc un point important hein, pour ceux qui nous écoutent, c'est vrai que cette histoire de 50 et moins de salariés est important. Bon, après, les grosses entreprises commencent à construire eux-mêmes leur plan de financement et le financer enfin, mettre un budget plus ou moins conséquent en fonction de leurs propres objectifs. Les OPCO, hein, les opérateurs de compétences, ils sont aujourd'hui 11, ils sont en fait organisés par grandes Branche, branches professionnelles. tout à fait. Et donc, chaque branche professionnelle va avoir des règles de mise à disposition de fonds pour les entreprises qui sont concernées. Et des fois, vous avez dans le même OPCO différentes prises en charge différentes Tout à fait. et qui va vous donner un budget plus ou moins conséquent. Et vous avez aussi, ce qui est un point important, c'est-à-dire que vous avez un fonds annuel qui va entre 2 000 et 5 000 euros, enfin, en fonction de la générosité de votre branche et aussi parce que plus vous cotisez, Oui, plus il y a de salariés et plus il y a d'argent. Et vous avez aussi des actions en fait collectives, oui, c'est-à-dire des OPCO en fait mettent un budget sur de l'achat de formation en masse, en oui. appel d'offres public aujourd'hui, sur lesquels vous pouvez vous positionner individuellement en fonction des disponibilités de certains des organismes de formation, donc souvent à distance ou en présentiel. Donc ça, c'est pour la formation des salariés. Vous avez le CPF. Alors la Oui. différence avec le CPF, c'est que le CPF, c'est de la formation certifiante obligatoirement. Alors, c'est-à-dire que vous validez Qualifiante ou certifiante, oui, tout à fait. exactement. Alors, vous pouvez bien sûr renoncer à la certification et seulement faire la formation, Mm. mais l'organisme de formation qui est sur le CPF a l'obligation de vous proposer à vos salariés cette fameuse Oui, certification. Et ça, c'est un point important. Après, bien sûr, si vous voulez former de nouveaux salariés, vous avez la formation par apprentissage. Et donc là, dès que vous signez un contrat avec un jeune et un CFA, c'est automatiquement obligatoirement mm. financé. Oui, Alors, tout à bien fait. sûr, le CFA peut parfaitement demander un coût supplémentaire au coût contrat, entre guillemets, validé par les branches professionnelles, mais c'est à vous pas de le refuser en fonction de ce que vous voulez mettre au pot. Et après, vous avez le contrat de professionnalisation, et lui qui va toucher plutôt les gens qui sont éloignés de l'emploi L'emploi. et qui veulent se réintégrer ou la réinsertion avec le contrat ou le Pro A ou les reconversions existantes, etc. Et après, vous avez des financements de formation extérieurs, mais qui ne concernera pas, entre guillemets, directement les entreprises, parce que là, on parle de quelqu'un qui est en interne de la structure ou Oui. qui va l'intégrer. Donc ça, vous avez plusieurs dispositifs disponibles pour financer. Vous avez le FNE ici, peut-être qu'on peut parler du FNE un petit peu. Qu'est-ce que c'est le FNE? Alors, le FNE, c'est quelque chose qui a été mis aussi en place par le gouvernement.
qui aide les entreprises à financer des formations qui ne sont pas finançables par un autre biais. C'est aussi un moyen de dire à l'entreprise, ben voilà, on vous donne un coup de pouce pour financer vos salariés et mettre en place des actions qui développent leurs entreprises. Donc, même si aujourd'hui, le visage de la formation professionnelle il a changé parce que les entreprises, avant la réforme, pouvaient bénéficier d'un financement OPCO. Aujourd'hui, on a enlevé d'un côté, mais on essaie aussi de remettre un petit peu de l'autre par le biais du FNE ou d'autres financements possibles. Le FNE qui a été créé, je crois, pendant le Covid. Tout à fait. Ça a été aussi une façon d'aider les entreprises à former leurs salariés parce que il n'y avait pas d'activité et que là, pour le coup, c'était le bon moment de former un peu tout le monde. Et ils ont un peu ouvert les vannes, je dirais, et aidé les entreprises à former un maximum de collaborateurs sur un panel de formation. Ok. Donc là, maintenant qu'on sait qu'on a défini son budget, où est-ce qu'on va piocher pour financer la formation et les compétences de nos salariés, bon, on peut même aussi financer, enfin former en interne, hein, on l'a pas dit, Oui. mais on n'a pas besoin d'avoir des gens extérieurs il y a un peu de mobilisation de salariat, mais globalement, ça peut aussi être en interne. Une fois qu'on a validé ce financement, c'est quoi la prochaine étape? Alors, une fois qu'on a validé comment on appelle ça, le budget, on va aller présenter au CSE ce plan de développement des compétences. Donc, il y a le comité social et Ça, économique. tout à fait. Donc, qui est obligatoire, en fait, qui n'existe pas pour les entreprises de moins de Entreprise de moins de 50 salariés. 50, tout à Voilà. fait. Et donc, quel est le rôle, en fait, de ce comité social et économique? En fait, le rôle du CSE, en fait, là, ça va être plus dans le cadre du plan de développement des compétences, en fait, on va aller les consulter. Ça va être plus consultatif de façon formelle, hein, dans tous les cas. De présenter ce plan de développement des compétences. Alors, il pourra y avoir des échanges. Hein, à ce moment-là, ils pourront dire, nous, on n'est pas d'accord sur ça. Là, on est plutôt d'accord. Ou alors, pourquoi on forme pas sur ce type de compétences à développer parce qu'on va en avoir besoin, parce que vous n'avez pas pensé. Enfin, voilà, il y a toute une discussion autour du plan de développement des compétences. Mais en aucun Et, cas, mais aucun cas, c'est juste consultatif. c'est consultatif. Voilà, c'est justement ce que je voulais préciser, c'est-à-dire qu'on va le consulter, mais en aucun cas, c'est le CSE qui va prendre la décision du plan de compétences, du plan de développement des compétences. Il va Hmm. émettre un avis, mais on va mettre un avis, il va y avoir un procès-verbal qui sera rédigé, mais l'avis ne veut pas dire qu'en fait, on va prendre au pied de la lettre tout ce ils vont dire. Donc, bien évidemment, il y a un échange, il y a une discussion. Si on le présente aussi, c'est aussi pour se dire, voilà, pour avoir aussi un bon climat social et que c'est important pour l'entreprise et le CSE et les collaborateurs que tout le monde soit quand même au courant de ce qui se passe et que ça ne soit pas fait derrière leur dos si on veut un climat social assez serein dans l'entreprise. Ok. Est-ce qu'il y a des techniques pour bien présenter ce plan de développement des compétences au CSE? Alors après, je pense que ça dépendra de chaque entreprise, mais quand on va le présenter, on met bien en avant les orientations stratégiques, on met bien en avant dans quelle direction l'entreprise veut aller. On va aussi expliquer pourquoi telle population ou tel service bénéficie peut-être d'un peu plus de formation que d'autres populations ou d'autres services, mais que peut-être pour l'année prochaine, on mettra d'autres populations. Enfin, c'est aussi de dire, voilà, on avance tous dans un objectif commun. On veut tous que l'entreprise se développe, l'entreprise grandisse, l'entreprise fasse du bénéfice pour que ça profite finalement à toute l'entreprise. Et pour ça, on a besoin de former tel secteur d'activité ou telle catégorie de salariés. Ok, très bien. Donc là, je pense
qu'on a fait le tour en fait du sujet pour bien comprendre en fait comment ça se structurait, comment ça se construisait. Moi aujourd'hui, je suis donc jeune chef d'entreprise où j'ai un peu de salariés. Là aujourd'hui, je veux me lancer dans ce plan de développement des compétences. Quels conseils vous me donnez? Par où je commence? Et comment je fais pour bien m'organiser? Alors, ce que je pourrais conseiller, c'est de se dire, comment dans quel sens, dans quelle indication vous voulez emmener votre entreprise. Ça, c'est la première des choses. C'est de se dire aussi, est-ce que j'ai quel besoin je vais avoir à former mes collaborateurs. Alors là, vous avez pris l'exemple de vous êtes un jeune entrepreneur. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre entreprise qui peut s'occuper du plan de développement des compétences ou pas? Est-ce qu'il y a un service RH dédié à ça? C'est quand même aussi leur métier. S'il n'y en a pas, je conseille de prendre soit un consultant dans les ressources humaines qui va pouvoir externaliser son plan de développement des compétences. Ça c'est un conseil que je lui donnerai. Et je crois que le conseil le plus important, c'est de se dire, est-ce que aussi je veux fidéliser mes collaborateurs, et pour les fidéliser, je vais devoir aussi mettre cette politique en place, et de dire qu'à un moment donné, je vais former tout le monde. Au-delà de l'obligation légale de former ses salariés dans les 6 ans, sinon il y a une amende, c'est aussi aujourd'hui, on est dans un monde où les entreprises sont en concurrence, mais elles sont en concurrence à la fois sur ce qu'elles proposent, mais elles sont en concurrence surtout au niveau des candidats. Et aujourd'hui, il faut bien se dire que la tendance est inversée, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les candidats qui font un peu, allez, je vais le dire comme ça, un peu la loi sur le marché, et qu'ils ont la possibilité de choisir, alors qu'avant, c'était l'inverse. Donc aujourd'hui, on est plus dans se dire, je vais garder mes salariés, je vais les fidéliser, je vais mettre en place pas mal de choses, et la formation professionnelle reste un levier de motivation et de fidélisation dans l'entreprise, au-delà du salaire. D'accord. Est-ce qu'il y a des tips? Est-ce qu'il faut favoriser plutôt la formation à distance pour que les salariés se forment quand ils veulent? Est-ce que c'est plutôt du présentiel? Parce que bon, pendant le Covid, on faisait beaucoup, beaucoup de distanciel. C'est devenu un peu à la mode, etc. Bon, je pense qu'on revient un peu plus sur du présentiel. Là-dessus, voilà, quelles sont les choses les plus efficaces? Alors moi, je dirais qu'on pourrait faire un mix du présentiel, distanciel. On fait beaucoup aussi le blended. Learning, Ouais, voilà, blended exactement. learning, Merci, ouais. je cherchais le mot. Je pense qu'aujourd'hui, le mix des deux va bien. Euh, le fait de pouvoir suivre à distanciel certains modules et de les faire quand on veut, ça permet aussi aux collaborateurs de les faire à n'importe quel moment, et de pas, je dirais, peut-être trop s'absenter sur son temps de travail. Le présentiel, c'est aussi le côté humain, ce qu'aujourd'hui les salariés redemandent. Moi qui suis formatrice aussi, c'est beaucoup ce retour que j'ai, où on me dit, on est content de revenir aussi sur du présentiel, parce que l'échange n'est pas le même. Mais en tout cas, pour les entreprises qui n'ont aussi pas les moyens de former leurs salariés en ayant des frais supplémentaires d'hôtel, de déplacement, le distanciel reste quand même un bon moyen aussi de pouvoir former ces équipes à distance. D'où l'importance aussi en tant qu'organisme de formation, d'avoir des techniques d'animation à distance un peu sexy pour éviter qu'on s'endorme derrière son écran. Oui. Ok, super. Je pense que on a fait le tour du sujet. Je pense qu'on pourra en revenir si vous avez des questions. Mais voilà, le plan de développement des compétences, c'était un plan enfin, un sujet qui revient, on va dire, très régulièrement, mais qu'on ne sait pas comment aborder, on ne sait pas faire la différence
des fois avec le plan de compétences. Là, je pense qu'on a traité tous les sujets. Je ne sais pas si Jamila, vous aviez des choses à rajouter ou est-ce que vous pensez Alors, que… juste, j'ai deux petites choses à rajouter, vous savez, par rapport au comment élaborer le plan de développement de compétences, c'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a présenté au CSE, on doit aussi informer les salariés. Ça, c'est quelque chose qu'on doit faire. Important, oui. Oui, tout à fait. C'est très important de prévenir et d'embarquer aussi les salariés. Ça va susciter aussi l'adhésion de la mise en œuvre du plan de formation. Et la dernière étape, qui est quand même hyper importante aussi dans le plan de développement des compétences, c'est l'évaluation de l'impact du plan de développement des compétences. C'est-à-dire qu'on va faire des évaluations à chaud, donc tout de suite après la formation, mais aussi on va mettre en place des évaluations à froid à 3 mois et à 6 mois. Et on va s'assurer que les nouvelles compétences, elles ont pu être mises en pratique. Si elles n'ont pas été mises en pratique, ben on va chercher pourquoi. Ça veut dire que on a bien calibré les objectifs de formation qu'on attendait? Est-ce que le choix de l'organisme de formation était bon? Est-ce que on n'a pas laissé assez de temps aux salariés de pouvoir mettre les actions de formation en place? Et c'est ce qui permet aussi de réajuster à chaque fois le plan de développement des compétences. Ok, non mais c'est important l'évaluation. Alors il y a l'évaluation du prestataire, mais voir aussi si les personnes sont compétentes et Oui, réussissent à prendre leur poste. Et c'est vrai que souvent, moi je me rends compte de plus en plus, c'est que les entreprises et même nous en interne, c'est que l'acquisition d'une compétence, elle se fait dans le cadre bien sûr d'une formation ponctuelle, mais après avec un suivi dans le temps, et souvent ce qu'on appelle du coaching, un accompagnement plus opérationnel, oui. des fois des retours d'expérience, 5 semaines, 6 semaines, 8 semaines après la formation, pour faire le lien avec ce qui a été fait et les difficultés ou pas rencontrées. Et donc ça, je pense que c'est important. Et la mise en place de certification, c'est-à-dire que la personne passe un examen, que ce soit une certification reconnue ou non par France Compétences, c'est aussi important parce que ça permet aussi à la personne de se valoriser et d'avancer, de le mettre dans son CV et de se sentir reconnu. Et ça, je pense que c'est aussi important. L'évaluation, entre guillemets, s'évaluer en tant que compétence et évaluer si la personne a réussi en fait ses objectifs, c'est clairement, entre guillemets, un sujet. Donc, c'est vrai je l'ai oublié et vous avez bien fait de revenir dessus. Bon, mais c'est super. Je pense que vous avez ce qu'il faut pour vous, chers auditeurs, pour avancer dans ce plan de développement de compétences. Si vous ne l'avez jamais mis en place, c'est le moment de vous y mettre. Jamila, merci beaucoup pour votre temps et pour cette intervention. Merci à vous et au plaisir. Avec grand plaisir. Et puis, chers auditeurs, merci encore pour votre fidélité, pour votre écoute. Et je vous propose qu'on se retrouve dans un prochain épisode du Meeting Club. Je vous souhaite une agréable journée. Je vous dis à très bientôt. C'est super, vous avez suivi l'émission jusqu'au bout. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager à vos amis et surtout à mettre 5 étoiles, 20 étoiles, 30 étoiles sur Apple Podcast. Ce podcast, le Meeting Club, a été produit par Proactive Academy, une entreprise qui vous accompagne dans la formation et la montée en compétences de vos salariés. Je remercie toutes les équipes pour leur aide et pour leur investissement de tous les jours. Et je vous dis à très bientôt dans le Meeting Club.